Progressons dans le survol de ces quelques éléments influençant la demande RH en examinant maintenant les systèmes de valeurs influençant cette demande. On verra successivement, selon notre habitude, les notions de base, puis les différents types de valeurs. On examinera simplement deux types d'inventaire, l'inventaire de Rockich et l'inventaire de Hofstede. Et puis, on examinera pour terminer cette identification des systèmes de valeurs, le cas particulier des jeunes générations. Je mets jeunes générations entre guillemets, on verra qu'il y a une évolution dans ce domaine-là. D'abord, les notions fondamentales, la notion de valeur. Alors, les valeurs, ce sont des convictions fondamentales d'un individu déterminant pour lui un mode de conduite ou un état d'existence à atteindre. Alors, cette définition est inspirée de Milton Rockich, qu'on verra un tout petit peu après dans son ouvrage principal The Nature of Human Values, hein, en 1973. Et donc, cette définition est importante puisqu'elle est à la fois dynamique s'agissant d'une attitude, d'un mode de conduite, et à la fois potentielle puisque ça nous permet d'identifier euh, les objectifs en quelque sorte de chaque individu par rapport à l'état qu'il souhaite atteindre. Les systèmes de valeurs, par rapport à cette notion de valeur, les systèmes de valeurs sont des ensembles de valeurs généralement hiérarchisés et auxquels adhère un individu. On voit également que si la firme peut identifier les valeurs et les systèmes de valeurs d'un individu, entre parenthèses donc un candidat à l'emploi, un futur collaborateur ou un collaborateur déjà installé, eh ben, elle peut réagir et s'adapter, la firme peut réagir et s'adapter pour que le collaborateur ou le futur collaborateur eh ben, vienne dans la firme et s'y sente bien et y reste. C'est toujours le but hein, du marketing RH d'une manière ou d'une autre. Alors ces valeurs ont des caractéristiques particulières et une importance aussi. Alors, parmi les caractères des valeurs, on peut en citer trois. D'abord, les différents auteurs conviennent que les valeurs sont plutôt stables dans le temps. Il y a une stabilité qui n'empêche pas d'ailleurs qu'elles puissent évoluer selon l'âge ou la position sociale. Comme dit la formule, si vous n'êtes pas communiste à 20 ans, c'est que vous n'avez pas de cœur. Si vous êtes encore communiste à 40 ans, c'est que vous n'avez pas de tête. Donc, vous voyez, en matière politique, il peut y avoir des évolutions de ce type-là, liées à l'âge, mais d'une manière générale, on trouve une certaine stabilité. De nouveau, ça, sur l'aspect politique, fréquemment, on conserve longtemps malgré ce que je viens de dire, on conserve longtemps des opinions politiques qui nous sont héritées hein, de notre enfance, de notre milieu familial, de nos expériences, etc. Donc une stabilité dans le temps. Les valeurs également, pas simplement politiques, mais en général, sont souvent tranchées et se caractérisent par des formules doit ou ne doit pas. C'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose d'ancré en soi, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour soi-même, mais également pour juger ou pour apprécier la manière dont les autres se comportent. Et troisième aspect concernant les valeurs, alors je reviens un tout petit peu sur cette notion de valeur. Hein. Les valeurs, je rappelle que ce sont des convictions fondamentales d'un individu déterminant pour lui un mode de conduite ou un état d'existence à atteindre. Donc un troisième aspect, un troisième caractère de ces valeurs, c'est qu'elles sont souvent le reflet de valeurs sociétales de l'époque ou du milieu où l'individu a grandi. Alors, comme je l'indiquais à l'instant, effectivement, on est souvent marqué par son milieu, par son histoire hein, personnelle, par ses parents, etc., sa famille. Et donc ça, c'est un aspect important du caractère social des valeurs et pas simplement individuel. Alors en quoi les valeurs sont importantes? Eh ben, pour notre sujet, eh ben, tout simplement parce qu'elles vont sous-tendre la motivation des futurs collaborateurs et des collaborateurs et leur perception de leur emploi ou de leur firme. C'est-à-dire que la manière dont les gens se voient actuellement et se voient dans l'avenir à travers le prisme de leurs valeurs
eh ben, va déterminer aussi la manière dont ils voient leur firme et la manière dont ils se voient ou pas dans la firme. Donc ça, c'est un point important. Alors, c'est pas toujours facile, bien sûr, d'identifier les valeurs d'un candidat à l'emploi ou d'un futur collaborateur. Il ne s'agit pas d'enquêter, naturellement, mais il s'agit au contraire, dans la démarche de marketing RH, de présenter une figure de la firme qui doit convenir à un certain type de public. Alors, il ne s'agit pas simplement non plus de quelque chose de cosmétique pour faire joli. Il s'agit que la présentation de la firme soit une réalité. Comme on l'a vu, il ne faut pas que le candidat à l'emploi soit déçu parce que la firme lui aurait menti. Et on retrouve un peu des éléments classiques qu'on vient d'évoquer, le contrat psychologique par exemple. Alors, parmi les documents, je vous renvoie à un des documents qui a été fourni en séance, à savoir l'inventaire de Routledge et les 3 tableaux qui sont associés à cet inventaire. On va en reparler un peu après. Et puis aussi le document édité en 2016 par l'Institut Great Place to Work en France, qui s'appelle Attraction, intégration et fidélisation des jeunes générations, avec un certain nombre, non pas de conseils, mais du moins d'expériences de certaines entreprises qui permettent de cibler en quelque sorte plus particulièrement les comportements répondant aux attentes des jeunes générations. Au-delà de la documentation, il est important également de regarder, d'essayer de faire les applications qui vous sont proposées, notamment dans cette diapositive où je demande aux étudiants de rechercher des exemples illustrant les caractères des valeurs. Alors vous pouvez trouver bien sûr des exemples en vous-même ou dans votre entourage, il n'y a pas de souci, c'est un travail à faire pour vous-même, pour bien illustrer et bien comprendre les questions de valeurs et de systèmes de valeurs. Et essayer de répondre aussi à la question, est-ce que nos valeurs sous-tendent vraiment la motivation et la perception que nous avons de notre emploi et de notre entreprise? Là aussi, il s'agit purement d'une introspection personnelle. À votre avis, qu'en est-il? Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse à ce type de questions. Simplement, l'effort qui est demandé est de rechercher justement les éléments qui peuvent illustrer cette notion de valeur et de système de valeur au-delà de la présentation théorique que j'ai faite. Alors, dans l'approche de l'identification des systèmes de valeurs qui influencent la demande RH, on a vu dans un premier temps quelques notions de base, essentiellement les valeurs et les systèmes de valeurs. On va voir tout de suite les différents types de valeurs à travers deux inventaires, et en particulier l'inventaire de Milton Routledge. Et on terminera par le cas particulier des jeunes générations. Alors, s'agissant de l'inventaire de Routledge, quelques mots. Donc, Milton Routledge est un psychologue américain, plus précisément un universitaire américain formé à Berkeley et qui a enseigné à l'université du Michigan dans le XXe siècle. Il est né en 1918, il est mort en 1988. C'est un psychologue social. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un scientifique qui a cherché à identifier les fondements psychologiques du comportement des groupes. Donc, il a fait de la psychologie, mais appliquée non pas à des individus isolés, mais à des groupes. Et un de ses ouvrages principaux qu'on a cité il y a quelques instants, c'est The Nature of Human Values, publié en 1973. Et c'est un ouvrage très très important. C'est dans cet ouvrage en fait qu'il va présenter, il va établir sa fameuse étude dont je vous avais transmis quelques éléments dans un document fourni en séance. C'est une classification en fait qui est intéressante pour nous parce qu'elle sert à identifier les valeurs des individus à travers deux types de valeurs, deux grands types de valeurs, qui sont les valeurs terminales et les valeurs instrumentales. Il identifie, comme vous le voyez dans le document que je vous ai donné, un certain nombre de valeurs terminales et un certain nombre de valeurs instrumentales. Le croisement de ces valeurs permet d'identifier finalement, non pas les comportements des individus, mais ce qui peut motiver les individus. Alors,
Quels sont ces types de valeurs? Non pas dans le détail, vous retrouverez ça dans le document que je vous ai remis en séance, mais simplement globalement. Alors, il y a des valeurs terminales. Les valeurs terminales, en fait, ce sont les buts qu'un individu aimerait atteindre au cours de sa vie. Et les valeurs instrumentales, ce sont plutôt les moyens. Pour raisonner en termes plus français, en quelque sorte, donc on va distinguer les buts et les moyens. Les moyens, c'est pour les moyens pour un individu d'atteindre ses propres valeurs terminales. Donc on voit bien un peu l'idée. Ce sont des modes de conduite privilégiés hein, pour atteindre ces valeurs terminales, alors que les valeurs terminales sont des finalités existentielles, comme indiqué dans le document. À partir de ça, donc Rotich a conçu donc un questionnaire qui définit ces deux catégories réparties chacune en 18 valeurs. Donc il y a 36 valeurs, si vous voulez, 18 terminales et 18 instrumentales. Alors, parmi les valeurs terminales, j'en cite quelques-unes. Hein, je regarde le document avec vous. Il y a une existence confortable, ou une vie excitante, ou la paix dans le monde, ou un monde plein de beauté, ou le bonheur, ou une harmonie intérieure, etc., etc. Donc vous voyez des valeurs qui sont en fait bien caractéristiques de buts à atteindre sans qu'on sache les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Donc une existence confortable, elle peut être atteinte en travaillant peu, en gagnant beaucoup d'argent, ou au contraire en s'épanouissant dans son travail. Donc il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs chemins pour atteindre ce but. Alors dans les valeurs instrumentales qui sont les moyens pour atteindre les buts, on a plusieurs types de valeurs là aussi que je regarde avec vous. Être ambitieux, être large d'esprit, être doué, être joyeux, être indulgent, être honnête, être cérébral, logique, etc. Ces valeurs-là, instrumentales, naturellement, ne sont pas des buts en soi, mais vont être des véhicules, en quelque sorte, pour atteindre les différentes catégories de valeurs, les différents types de valeurs terminales. Alors, la particularité et l'intérêt de l'inventaire de Routledge, c'est qu'en fait, à partir de ces valeurs-là, il va déterminer plusieurs types de systèmes de valeurs. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, sur les notions de base. Il y a les valeurs et les systèmes de valeurs. Donc à partir de ces valeurs-là, il va déterminer des systèmes de valeurs qui selon son métier hein, de psychologue social, va lui permettre de déterminer des valeurs de groupe. Et c'est ça qui est intéressant, notamment par rapport à notre vision des populations cibles qui sont retenues hein, dans le cadre du marketing RH, ou du marketing tout court d'ailleurs, hein, puisqu'on peut utiliser ce type de criblage pour du marketing produit. Marketing RH n'étant qu'un sous-ensemble, un cas particulier du marketing en général. Et donc, ce type de croisement de valeurs terminales et instrumentales va permettre de déterminer des systèmes de valeurs en fonction des populations cibles qu'on retient, nous, dans le cadre du marketing RH. Par exemple, il va identifier des comportements de cadres ou de syndicalistes ou d'étudiants ou de jeunes ou de vieux ou de talents ou des personnes se retrouvant dans le fameux halo, entre guillemets, qu'on avait déjà vu, ou des candidats à l'emploi. Donc, dans l'extrait de livre que je vous donne en document, hein, un livre de Robbins, Judge et Véronique Tran de 2019, qui s'appelle Comportement organisationnel, hein, d'où j'ai tiré le document. Vous voyez donc le type de classement qu'on peut obtenir en fonction des différents groupes qu'on essaye de cibler, cadres, syndicalistes et militants. Politiques, hein, sous-entendu, j'imagine. Et donc, on a différents aspects qui ne sont pas, qui ne se recouvrent pas. On a des différences notables dans les systèmes de valeurs de ces personnes, conduisant à la détermination et à l'identification de familles sociologiques hein, dans la population active, comme il a réussi à le faire. Donc cet inventaire est très très intéressant de ce point de vue-là. Il permet par exemple, au-delà de ce
que j'indiquais, de déterminer le comportement des baby boomers entrés dans la vie active dans le milieu des années 60. Entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, pardon, la génération X, etc. Alors, bon, l'intéressé à continuer à la fin de sa vie, donc en 88, un peu avant 88, à continuer à mettre à jour son travail. Et la méthode est intéressante parce qu'elle peut être reprise justement pour le marketing RH en changeant ce qui doit l'être et notamment en adaptant les cibles à ce type de valeur. Alors on peut regarder aussi, il faut le faire d'ailleurs, les différents documents qui vous ont été remis. Le classement moyen des valeurs dans 3 groupes sociaux, les exemples de valeurs dominantes dans la population américaine contemporaine, et puis naturellement le document de Great Place to Work sur l'attraction, l'intégration et la fidélisation des jeunes générations. Toujours dans les différents types de valeurs, la grille de Gérard Hofstede, qui est mort récemment, est intéressante parce qu'elle détermine 5 dimensions caractérisant la culture nationale des managers et des collaborateurs. Alors il faut regarder l'étude d'un peu plus près, vous pouvez la trouver ou trouver un résumé sur Wikipédia. Et c'est extrêmement intéressant, au même titre d'ailleurs que la classification de Routledge. Parce que ce qui est intéressant, il y a 2 choses importantes ou intéressantes dans le travail de Hofstede. C'est d'abord, comme je l'indique dans la petite note au bas de la diapositive, c'est qu'il a travaillé sur une base énorme qui est l'ensemble des salariés de la firme IBM dans 40 pays. Donc, il a eu l'intuition qu'à l'intérieur d'une même firme multinationale, malgré la culture d'entreprise qui pouvait exister, qui pouvait avoir un caractère de niveleur, en quelque sorte, malgré cette culture d'entreprise, il restait des particularités nationales qui pouvaient influencer le comportement à la fois des collaborateurs, bien sûr, dans la firme, mais également des futurs collaborateurs. Et ça, c'est important pour nous au titre du marketing RH, parce que les dimensions qu'il identifie sont fondées sur une étude statistique de grande ampleur. Le deuxième aspect intéressant, c'est justement qu'il va prendre en compte 5 dimensions, je dirais, opérationnelles, ou qui débouchent sur des critères opérationnels de la culture nationale des managers. Et le troisième aspect, c'est qu'au fond, quand on va regarder de plus près, ce qu'on ne va pas faire ensemble, on n'a pas le temps, mais quand on va regarder de plus près l'identification des comportements des collaborateurs de la firme IBM dans chacun des pays, eh bien, au fond, on va s'y reconnaître en quelque sorte. On va voir par exemple le comportement des Japonais, le comportement des Japonais tel qu'il est décrit par Hofstede dans sa grille, correspond à l'image réelle qu'on se fait des Japonais. Enfin, j'allais dire l'image réelle. L'image qu'on se fait des Japonais, mais c'est une réalité, du moins c'est une réalité statistique. La même chose pour ce qui concerne les Britanniques, les Italiens, les Américains, etc. Il a couvert une quarantaine de pays et 116 000 salariés. Ça, c'est vraiment intéressant de base, je dirais, c'est-à-dire on a quelque chose de véritablement concret. Alors, la grille d'Hofstede, elle comprend donc 5 dimensions qu'on va passer en revue très rapidement ensemble. D'abord, il y a une dimension qui est très intéressante, qui s'appelle la distance hiérarchique, ou plutôt le degré d'inégalité accepté dans l'organisation. Il y a effectivement des secteurs géographiques, des pays pour lesquels la distance hiérarchique est très très faible. On accède facilement au patron, le patron accède facilement aux employés. C'est pas une question nécessairement de taille d'ailleurs, on pourrait le penser, mais ça peut également être lié à un effet de taille. Mais là, il s'agit quand même d'IBM, donc il ne s'agit pas d'une petite ou moyenne entreprise quelconque. C'est une entreprise qui, a priori, a un développement hiérarchique très très important, avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Et pourtant, dans certains pays, la distance hiérarchique peut être assez faible, et dans d'autres pays,
assez grande. J'évoquais à l'instant le Japon. Par exemple, au Japon, la distance hiérarchique va être très très grande et on accepte une forte inégalité entre le haut de la hiérarchie et le bas de la hiérarchie. Le deuxième type de critère, c'est le degré d'individualisme ou de collectivisme. Dans certains pays, on va privilégier, bien sûr, des comportements individuels, ça va être même valorisé, des initiatives, faire des choses, développer des idées, se débrouiller pour faire ci, pour faire ça, etc. On voit bien un peu l'idée qui peut prévaloir dans l'imaginaire, par exemple, pour certaines startups ou autres. Et puis dans d'autres pays, ben, les gens resteront un peu sur leur quant à soi et n'agiront que collectivement avec ce qu'on appelle la légitimité des actions collectives, c'est-à-dire ils se sentiront à l'aise que quand tout le monde y va, et non pas à développer soi-même un truc dans son coin pour être le premier, ou faire un job ou un travail très très intéressant. Donc des degrés d'individualisme et de collectivisme qui vont être différents selon les pays et qui vont impacter naturellement la culture de chaque pays, et donc le comportement individuel des futurs collaborateurs ou des collaborateurs actuels d'une firme. Le degré aussi de masculinité ou de féminité. Alors, ce critère est important et il reprend de l'importance de plus en plus dans nos pays, mais il faut voir que l'étude menée date de 1970 et donc les choses n'étaient pas exactement les mêmes que celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais l'appréciation du degré de masculinité ou de féminité est important, et en particulier ce qui se manifeste de manière objective dans la répartition des postes, à la fois la répartition en termes de niveau de qualification, la répartition en termes de niveau de salaire, la répartition en termes fonctionnels. Des postes de secrétariat plutôt attribués à tel type de personnes, des postes de direction plutôt attribués à tel type de personnes. Vous voyez un peu l'idée. On reprend ces questions-là à l'heure actuelle en France, notamment avec l'index Pénicaud, hein, qui a été créé à l'initiative de la ministre du Travail dans le cadre de la nouvelle loi du 5 septembre 2018 qu'on appelle Avenir professionnel, qui vise à aller au-delà des apparences en termes de rémunération pour qu'il y ait véritablement une homogénéité de la répartition des postes à tous les niveaux entre le masculin et le féminin. Le quatrième aspect important, l'aspect un peu d'organisation, le degré de préférence pour les situations structurées et la peur ou le degré de contrôle de l'incertitude. Alors ça, c'est également important, c'est un tout petit peu lié à ce qu'on a vu précédemment à l'instant plutôt pour le degré d'individualisme ou de collectivisme. Certaines organisations au niveau national, d'IBM, hein, puisque l'étude était conduite à IBM, on peut généraliser dans le cadre des cultures nationales. Certaines organisations vont privilégier des aspects très structurés, très hiérarchisés. Ça me rappelle un peu ce qu'on disait il y a quelques moments sur le taylorisme. Le modèle taylorien qui aurait vécu entre 1870 et 1970. Et vous vous souvenez, je disais à ce moment, ben, au fond, le modèle n'a pas disparu, mais simplement, il s'est réfugié dans des firmes où il est mieux accepté qu'ailleurs. On voit bien que, par exemple, le degré de préférence pour des situations structurées, qui vise particulièrement, mais pas uniquement, le modèle taylorien, peut se retrouver dans certains pays, y compris bien sûr la France, pour certains types d'organisations et de firmes, avec un contrôle maximal de l'incertitude, parce que les organisations ou les personnes ont peur de l'incertitude, ou au contraire, d'autres sont à l'aise avec le chaos et sont parfaitement aptes à contrôler ce type de situation. Et dernier aspect qui est mis en évidence par la grille d'Ofsted, dans le cas d'IBM, mais encore une fois, c'est l'intérêt et la généralisation, c'est ce qu'on appelle l'orientation temporelle. Autrement dit, le degré de dévotion, d'attachement aux valeurs de long terme. Il y a des pays et des firmes dans ces pays où les collaborateurs et les firmes elles-mêmes, si on peut leur prêter des sentiments, préfèrent l'épargne, préfèrent la tradition, préfèrent la prévision, etc. Ben, on retrouve des éléments qu'on a déjà un tout petit peu survolés dans la notion de culture d'entreprise,
sans évoquer la mafia italienne, bien sûr, mais on retrouve hein, ces éléments-là. Il y a des cultures d'entreprise qui privilégient l'immédiat, le rapide, le nouveau, le changement, et puis d'autres qui vont privilégier plutôt la tradition, l'épargne, la prévision. Alors, plusieurs formes d'ailleurs d'orientation temporelle et de confiance dans les valeurs de long terme. Alors ça, c'est très très intéressant. Et on retrouve ça, ce type d'instrument dans la grille d'Ofsted pour identifier les systèmes de valeurs influençant notamment la demande RH. Voilà, et puis on va regarder tout de suite les jeunes générations. La notion de jeune génération qu'on aborde pour terminer ce paragraphe hein, sur l'identification des systèmes de valeurs influençant la demande RH, la notion de jeune génération, j'ai envie de dire que c'est une notion inventée par les vieux. Donc, au-delà de la plaisanterie, je souhaitais faire l'observation suivante, c'est que cette question-là, les gens eux-mêmes ne se voient pas forcément comme jeunes ou comme vieux, ou c'est le regard des autres qui nous dit bah, tiens, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous avez des cheveux, vous n'en avez pas, etc. Donc, il faut faire attention à cette vision. Alors, naturellement, c'est pas détaché de ce qu'on vient d'évoquer, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait, dans une certaine mesure, identifier en tout cas des systèmes de valeurs par communauté ou par groupe de personnes. C'est le travail qui avait été entrepris par Rockitch au titre de la psychologie sociale, mais qui est très largement répandu. Donc pourquoi pas effectivement avoir cette réflexion sur les jeunes. Mais faisons quand même attention de ne pas tomber dans la caricature dans ce domaine-là. Et au fond, je dirais en préambule sur ce point-là, les jeunes générations les jeunes générations ne peuvent être définies que par elles-mêmes. C'est pas les autres qui peuvent porter forcément une appréciation sur les jeunes générations. Donc avec toutes les réserves qu'implique ce jugement que je viens de formuler. Alors, on est sur une idée classique qui est que les attentes des jeunes, on verra après comment on définit les jeunes, que les attentes des jeunes sont différentes des attentes des plus anciens, ce qui n'est pas en soi faux, hein, même si on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, ne fût-ce que parce que les perspectives sont largement différentes entre une personne qui part à la retraite ou qui est partie à la retraite ou qui va partir à la retraite, et puis une personne qui vient d'être embauchée dans une entreprise à la suite de l'obtention de son diplôme, etc. Donc, mais il y a cette idée qui est quand même intéressante sur le fond. Alors cet aspect a été développé en ressources humaines depuis plusieurs années avec la notion de théorie X et Y qui sont en rapport avec le travail et qui ont débordé sur les notions de génération X et génération Y. Alors je vous renvoie quand même pour clarifier hein, les choses ou peut-être les compliquer. Regardez à partir de votre moteur de recherche préféré les notions de théorie X et Y. Et vous verrez que c'est sensiblement différent de l'usage populaire, pour tout dire journalistique, qui en a été fait à partir des générations X et générations Y. Donc je ferme la parenthèse. Alors, comme je l'indique là dans la vue, je vais passer très, très rapidement. C'est génération X et génération Y, pardon, sont inspirées des théories X et Y. Je vous invite à regarder dans votre moteur de recherche ou dans Wikipédia directement ce qu'il en est pour avoir une idée plus précise de la portée de ces notions de génération X et génération Y, notamment inspirées des théories X et Y. Alors, très très rapidement, puisqu'on a déjà parlé de ces questions de manière un peu savante, je dirais, à travers un certain nombre d'articles sur ces questions, la génération X se définit comme les personnes nées entre 1961 et 1981. Alors on admet quelques variations, tout ça n'est pas très scientifique, donc on peut se permettre des ajustements, dont le 61 ou 66 et 1981. Les Y sont les personnes nées entre 80 et 95, on les appelle aux États-Unis les millennials. Les Z seraient les personnes nées après 1995, donc les personnes qui commencent à sortir en masse de l'école ou des écoles supérieures et à entrer en masse dans le monde du travail.
Donc voilà pour les définitions qu'il faut avoir en tête quand même, hein, puisque quand on parle de ça, avoir ce type de référence n'est pas inutile. Quelle est la portée hein, de ce découpage en génération X et Y du point de vue qui nous occupe au fond, qui est celui du marketing RH, où on a un point de vue qui est non scientifique mais plutôt pragmatique et qui cherche à résoudre la question comment attirer les futurs collaborateurs et comment conserver les collaborateurs dont la firme dispose, et en particulier les X, les Y et les Z, hein, puisque le problème va se poser hein, en particulier pour les Z. Donc, quelle est la portée du point de vue du marketing RH de cette question générationnelle? Vous verrez quelques éléments utiles, j'espère, sur la diapositive que je regarde avec vous. La génération X se caractérise par quelque chose de tout à fait clair, tout à fait actuel, c'est que les personnes nées à partir du début des années 60 sont actuellement aux commandes dans la plupart des firmes. Hein. Alors, aux commandes, ce n'est pas forcément au poste de direction, mais ça peut être à des postes de responsabilité, de manager ou autre. Et en tout cas, largement représentés, bien sûr, compte tenu de la démographie, dans la plupart des firmes. Donc, cette génération est actuellement aux commandes. Elle est souvent décrite comme subissant le travail mais respectueuse des règles et de la hiérarchie, et aussi fidèle à la firme qui l'emploie, même si elle n'aime pas toujours le travail qu'elle fait. Voilà un peu le tableau qu'on brosse des hits hein, nés entre 1961 et 1981, qui sont actuellement en poste dans les firmes ou qui candidatent éventuellement s'ils ont changé d'emploi qui sont candidats à de nouveaux emplois, ben, on leur attribue cette étiquette-là sur le bocal en quelque sorte. Les Y seraient plutôt des gens qui rechercheraient le plaisir dans le travail, qui seraient impatients, qui rejetteraient la routine et la hiérarchie. C'est un peu tranché, un peu caricatural. Ça va défendre bien sûr des caractères de chacun. Tout le monde n'obéit pas au même modèle. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas en Corée du Nord. On est dans des pays assez libres encore, même s'il y a un conditionnement très très fort par multiples moyens collectifs, éducation, information, famille, etc. On l'a vu juste avant avec les valeurs, mais les systèmes de valeurs, mais quand même, l'idée que les Y, bof, tout simplement rechercheraient le plaisir dans le travail, etc. Bon, ok, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément faux, mais je dirais que c'est pas forcément vrai. Je pense que ça décrit plutôt un état de la jeunesse, ou du moins de l'âge, des personnes qui participent ou qui ont participé ou qui vont continuer à participer au lancement, à la création de start-up, etc. C'est toute une économie générale qui est décrite à travers le comportement des Y. Et puis la génération Z, qui est déjà bien identifiée par les gens du marketing produit hein, et sans doute du marketing RH. Alors eux, ils ne sont pas tout à fait dans le monde du travail où ils commencent à y entrer et ils ont terminé récemment leurs études. Ils maîtriseraient l'utilisation des technologies, de la communication et des réseaux, oui, c'est vrai, sans doute, beaucoup plus que d'autres. Mais là aussi, je pense qu'il faut relativiser. Ça ne concerne pas forcément tous les aides. En tout cas, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant dans le monde du travail, de la même manière que les Y n'étaient pas tous formatés de la même manière et les X non plus. Alors, je vous ai transmis un article en la matière hein, du 7 octobre 2019, publié dans Les Échos, dont le titre était Les Y sont beaucoup moins complaisants avec l'entreprise. Donc, c'est un article intéressant à lire dans ce domaine pour illustrer tout ça. Ce qui est dommage pour terminer dans l'approche qui est faite des X, Y et Z, c'est qu'au fond, on n'a pas les mêmes critères. On pourrait déterminer à l'avance un certain nombre de critères selon une méthode de classification Rockich ou Hofstede, par exemple, et dire, bah voilà, à partir de 3, 4, 5 critères, voilà les critères des X, des Y et des Z. Et quand vous regardez les définitions que j'ai données sur la diapositive que vous avez sous les yeux, et en fait, bah, voilà, on n'a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire que bah, les Z, ils maîtrisent l'usage des technologies, mais les Y peuvent les maîtriser aussi. C'est pas, les critères qui sont donnés ne sont pas uniformes d'un classement à l'autre.
d'une catégorie plutôt à l'autre. Et bon, c'est pas très pratique, je trouve, sauf bon, d'avoir une idée qu'il ne faut pas traiter les gens qui ont près de la soixantaine, donc les hits, qui seraient nés en 60, comme les gens qui sont nés en 95, en 1995. Ça paraît de bon sens, mais au-delà de ça, bon, alors, quelques documents pour terminer, hein, que vous regarderez aussi, notamment ce petit document, l'équation Z et ses inconnus que j'avais déjà remis, hein. C'est pour ça que c'est en grisé. Tout ce qui est en grisé a déjà été remis dans les PowerPoint précédents. Et l'article de Vincent Bouquet de 2019, où les Y sont beaucoup moins complaisants, celui-là, il est propre à cette section. Alors, comme d'habitude, je vous invite également à réfléchir à quelques questions centrales, et en particulier celle-ci: est-ce que l'âge détermine le comportement et les attentes des personnes, ou est-ce que les cohortes, si on peut dire, pour parler en termes statistiques, conserveront leur comportement de jeunesse? Donc, c'est une question sans réponse, mais je vous invite quand même à y réfléchir pour vous, à en discuter entre vous si vous pouvez. Je crois que c'est très très intéressant d'aller au-delà, hein, de ce que je vous raconte. Non pas que ce soit inintéressant, mais ne prenez pas tout ça pour argent comptant. Il faut effectivement que vous puissiez vous faire une opinion personnelle de ces aspects-là, et en particulier sur ces questions un peu sensibles d'identification des systèmes de valeurs influençant la demande RH.